Les lois de la nature humaine est un livre écrit par Robert Greene. C'est un livre qui essaie de regrouper toutes les lois de psychologie, de comportement en fait que l'on a dans notre espèce, autant au niveau d'un individu que d'un groupe ou que d'une génération tout entière en fait. On verra ça à la fin du livre. Et lors de la dernière vidéo, on avait vu le premier chapitre du livre qui s'appelle La loi de l'irrationnel, où Robert Greene nous invitait à développer en nous ce qu'il appelle le maker's mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit d'entreprenant en fait, de quelqu'un qui arrive à véritablement réaliser des choses, à aller jusqu'au bout de ses objectifs, jusqu'au bout de sa stratégie, et de réussir à bien travailler avec les autres par exemple. Et justement en fait, pour pouvoir bien travailler avec les autres, eh bien, il faut ce qu'on appelle de l'empathie. Et donc, chapitre 2, la loi du narcissisme, comment transformer le narcissisme en empathie. Alors, je vais pour vous introduire un petit peu tout ça, vous parler de la première illustration, parce que Robert Greene aime beaucoup utiliser des histoires, des exemples historiques, en guise d'illustration pour ses lois. Il avait déjà fait ça pour le dernier livre qu'on avait vu de lui, qui était Les 48 lois du pouvoir. Et donc, il aime beaucoup prendre des exemples historiques comme ça. Et le premier exemple, c'est celui de Jeanne Belciel. Jeanne Belciel, c'était une sœur Ursuline en fait. Pour la petite histoire, c'était elle cassait les pieds à tout le monde en fait. C'est-à-dire que ses parents l'ont mis chez les bonnes sœurs parce qu'ils en pouvaient plus. Elle était extrêmement piquante, elle cassait les pieds à tout le monde, donc ils se sont débarrassés et ils l'ont mis chez les bonnes sœurs. Lors de son premier couvent, pareil, elle a cassé les pieds à tout le monde, elle était extrêmement, elle faisait beaucoup de sarcasme, elle était très piquante, et bref, au bout d'un moment, pareil, les bonnes sœurs en pouvaient plus, et elles l'ont forcée à partir, à sortir, à aller dans un autre couvent en fait, qui était le couvent de Loudun, donc en France, j'ai pas dit, mais ça se passait en 1627. Voilà, donc pour reconstituer le contexte. Et donc, à ce moment-là, elle se dit, Jeanne, quand même, qu'il fallait peut-être changer de façon de faire, de façon de procéder. Et donc, elle commençait à devenir extrêmement, attachante, pas attachante, mais elle aidait énormément la mère supérieure. Elle était vraiment au petit soin avec la mère supérieure, elle étudiait énormément, elle faisait ses prières avec beaucoup d'intensité, beaucoup de dévotion, et de sorte qu'elle se faisait vraiment bien voir de la mère supérieure. Ok, au bout d'un an, la mère supérieure fut appelée ailleurs pour un autre couvent, et donc elle demanda à ce que ce soit Jeanne qui prenne sa place, malgré la réticence de toutes les autres bonnes sœurs. Et donc, au bout de quelques mois, Jeanne s'ennuyait, en fait, elle dirigeait le couvent, mais elle s'ennuyait. Et donc, il y avait dans les alentours de Loudun, un jeune prêtre, un prêtre qui était connu pour être un grand séducteur de jeunes femmes, et elle commença à dire elle commença à confesser justement aux confesseurs du couvent et aux autres bonnes sœurs aussi, qu'elle commençait à avoir des rêves en fait avec ce prêtre-là, des rêves extrêmement érotiques et violents avec ce prêtre, et petit à petit, il y a les autres sœurs qui commençaient à faire le même genre de rêve aussi, et elle le confessait du coup aux confesseurs du couvent. Le confesseur y voyait là une occasion de pouvoir se débarrasser de Grandier. Grandier, c'est le prêtre en question qui était séducteur. Parce qu'évidemment, ce prêtre-là, très séducteur, attisait beaucoup la jalousie des autres hommes du coin. Et donc, il fit venir un exorciste. Le confesseur fit venir un exorciste pour aider les bonnes sœurs à se libérer du démon justement qui sévissait en elles, visiblement. Donc un exorciste fut venu à Loudun, et il y avait eu un grand stand en fait sur, les exorcismes étaient publics, et il y avait eu une énorme foule pour venir voir justement l'exorcisme des bonnes sœurs, et elles se torturaient dans tous les sens, elles se contorsionnaient dans tous les sens, elles vraiment criaient des obscénités, elles étaient particulièrement elles montraient leurs jambes, enfin voilà, vraiment très 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 obscènes pour l'époque, lors de l'exorcisme. Et les jours passant, ce coup-ci, c'était vraiment absolument toutes les bonnes sœurs du couvent qui avaient ce genre de rêve-là, avec Grandier. Et là, évidemment, pour le confesseur et pour l'exorciste, qui lui aussi en voulait à Grandier, c'était une occasion de se débarrasser de lui en disant que ça y est, Grandier, c'est une preuve qu'il a ensorcelé les bonnes sœurs, quoi.
Et donc, ils l'ont fait torturer à mort et brûler vif sur un bûcher en place publique. Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Après ça, les sœurs se sentaient extrêmement coupables en fait de la mort de Grandier, forcément. Sauf une, Jeanne. Jeanne qui continuait à recevoir ce genre de rêve, en fait, à avoir ce genre de rêve, et le confessant à son confesseur, et elle n'en pouvait plus, elle disait que vraiment c'était une catastrophe, elle se privait elle-même de toute forme de luxe justement pour pouvoir lutter contre ce démon. Elle dormait par terre, à même le sol, elle buvait des potions avec du verre à bois, vous savez. Enfin vraiment, elle y mettait vraiment beaucoup du sien. Et donc là, l'exorciste s'est dit, il faut quelqu'un de plus qualifié que moi en fait. Et donc il a fait appel au père Jean-Joseph. Le père Jean-Joseph qui avait une position dans l'église qui était bien plus importante. Et donc, le père Jean-Joseph arriva au couvent et commença à tisser des liens avec Jeanne, de sorte qu'ils devinrent très amis. Il se rendit compte que Jeanne était très cultivée, elle s'y connaissait beaucoup en démonologie, en théologie, et donc elle travaillait avec elle pour pouvoir faire fuir ce démon. Et ça a marché, hein, au bout d'un moment, elle arrivait à faire fuir ce démon, justement. Mais bon, plusieurs mois plus tard, pareil, Jeanne commençait à s'ennuyer, et un miracle survint. Un miracle spontanément, d'un seul coup, on commença à avoir des scarifications sur la main au réveil. Hein. Jeanne avait des scarifications dans le creux de la main, avec marqué en lettres très très claires, Joseph. Puis après, lorsque ça a cicatrisé, la semaine d'après, on pouvait lire Jésus dans des nouvelles scarifications. Et la semaine d'après, c'était Marie et d'autres, voilà, des noms comme ça qui revenaient. Et évidemment, c'était considéré comme un miracle divin de la part des autres membres de l'Église, forcément. Sauf des autres sœurs. Les autres sœurs du couvent qui côtoyaient Jeanne au jour le jour en permanence commençaient vraiment à se douter, à découvrir, à bien se douter que c'était Jeanne en fait qui avait un souci et que c'était pas juste un miracle de provenance divine en fait. Mais bon, pour les autres membres de l'Église qui ne côtoyaient pas Jeanne au quotidien, ça passait. Mais bon, plus tard, pareil, lorsque les scarifications se sont arrêtées, plusieurs mois plus tard, elle commençait à s'ennuyer à nouveau. Donc du coup, elle tomba malade, très gravement malade, elle vraiment était très très proche de la mort. Et lorsqu'elle commença à se remettre un petit peu, elle confessa au père Jean-Joseph que, en fait, elle put se remettre grâce à un baiser de Dieu. Oui, elle a vu Dieu dans ses rêves et il est venu lui donner un baiser dans ses rêves, en fait. Incroyable. Mais quand même, malgré tout, la maladie a repris le dessus et n'a pas réussi à guérir. Jusqu'à un autre jour où là elle vit la visite de l'ange Saint-Michel. L'ange Saint-Michel est venu vers elle en fait et l'a aspergé de parfum dans ses rêves. Et effectivement, lors de son réveil, on voyait nettement 5 gouttes d'huile sur sa chemise. Et là, évidemment, c'était une preuve accablante qu'effectivement elle avait reçu la visite de Saint-Michel, de l'ange Saint-Michel. Et donc pour cela, elle fut vraiment au centre de l'attention, il y avait des foules entières qui venaient la voir en fait, pour pouvoir voir la relique de Saint-Michel. Et elle demanda alors au père Jean-Joseph de pouvoir faire quelque chose d'un peu particulier. Elle voulait en fait voyager pour montrer cette fameuse relique sacrée aux gens en fait, pour pouvoir la faire voyager, pour pouvoir la montrer véritablement. C'était pas du tout pour se mettre elle en avant bien sûr. Et donc, elle fit tout le tour de l'Europe comme ça, avec des foules énormes qui la suivaient et qui voulaient absolument voir la fameuse relique de Saint-Michel. Elle allait rencontrer le cardinal Richelieu, elle a rencontré le roi et la reine de France, elle a rencontré des monarques dans toute l'Europe en fait. Après ça, à sa mort en l'an 1669, elle confessa dans ses mémoires en fait qu'elle avait besoin de théâtraliser les choses, de vraiment montrer les choses plus grandioses que ce qu'elles ne sont réellement. Et en fait, ça c'est typiquement, vous voyez, le comportement d'un narcissique au sens de Robert Greene dans le livre justement. On a besoin d'empathie.
C'est-à-dire que les relations humaines se basent beaucoup sur l'empathie, hein, c'est ce que nous dit Robert Greene, c'est-à-dire que l'empathie, c'est la capacité que l'on a tous à pouvoir sonder l'humeur des autres, les émotions des autres, pour comprendre ce qu'ils sont en train de vivre, ok? Et évidemment, le narcissisme, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est vraiment une situation, un comportement qui est auto-centré. Quelqu'un qui est narcissique ne regarde que ce qu'il... comment dire, et a un comportement très centré sur lui-même. Il ramène toujours les sujets des conversations à lui, il ne prend pas du tout en compte ce que pensent les autres et ce genre de choses. Comme Jeanne, justement, en fait. C'est ça l'idée. C'est que les narcissiques ont un énorme besoin d'attention de la part des autres et se fichent, en fait, éperdument de ce qu'ils pensent, au-delà de ça. Et l'empathie, c'est le pendant inverse du narcissisme, hein, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de ressentir ce que ressentent les autres et ce qui permet de fluidifier vachement les relations qu'on a les uns avec les autres. Okay ? Et donc, d'où ça vient ça, le narcissisme? En fait, le narcissisme, ça vient d'un échec, dit Robert Greene, hein, à base de beaucoup d'études scientifiques qui ont été, d'études scientifiques psychologiques qui ont été reportées dans ce livre, où, en fait, l'estime de nous-mêmes nous vient de notre petite enfance. C'est-à-dire que pendant notre petite enfance, entre nos 3 et nos 5 ans à peu près, apparemment, si on est dans un environnement à cet âge-là qui nous est porteur, c'est-à-dire que nos parents sont toujours là pour nous supporter, pour nous donner tout l'amour, toute l'attention dont on a besoin, mais en plus pour nous encourager à aller découvrir le monde, à aller tester des choses et tout ça, eh bien là on va pouvoir avoir un développement de notre estime de nous-mêmes qui est sain. Alors que justement, si on n'a pas cet environnement-là aussi positif que ça, si nos parents ne sont pas là, si on a des tuteurs qui sont absents ou malades ou maltraitants même, ou même à l'inverse, des parents qui nous surcouvent, en fait, les gens qui sont surprotégés lorsqu'ils sont petits ont aussi des difficultés une fois adultes et deviennent donc des narcissiques au sens de Robert Greene. Ce sont vraiment du coup des gens qui ont beaucoup de mal à développer leur estime d'eux-mêmes finalement, et ils ont besoin pour leur sentiment de valeur personnelle de l'attention des autres en fait. C'est l'attention des autres qui définit leur sentiment de valeur en fait, personnel. Ok ? Et c'est pour ça que justement il y a beaucoup de gens comme ça qui essayent de capter l'attention un maximum. Et comme c'était le cas justement de Jeanne en fait, Jeanne Belsiel. C'est le narcissisme en fait est donc un mécanisme de défense en fait qui nous permet de nous substituer à une véritable valeur de nous-mêmes qu'on n'a pas réussi à développer lorsqu'on est enfant, et donc on arrive à la voir quand même par un autre moyen. En fait, c'est un mécanisme de défense psychologique en fait finalement. Et ça a des problèmes évidemment dans le sens que ce narcissisme-là nous invite à nous croire supérieurs aux autres aussi. Donc ça pose des problèmes forcément. D'après Robert Greene, du coup, ce genre de développement crée des gens qui sont beaucoup plus fragiles que la moyenne, des gens qui sont plus fragiles émotionnellement, qui ont vraiment besoin de l'attention des autres, etc., etc. Et donc, ça crée 2 types de narcissiques. Les narcissiques extravertis et les narcissiques introvertis. Alors, en réalité, il y a tout un spectre immense, en fait, qui est très large, qui va de l'extraverti à l'extrême, véritablement, à l'introverti à l'extrême, et au milieu, il y a ce que Robert Greene appelle les narcissiques sains, ce sont les gens équilibrés, en fait, tout simplement. Mais c'est pas du tout la majorité des gens. La plupart des gens sont soit un petit peu plus introvertis, un peu plus extravertis, et dans la majorité des cas, bah ça passe, c'est pas un problème, en fait. Vous voyez, ça devient véritablement un problème lorsque, dans le cas de Jeanne Belsiel ou dans d'autres cas, comme par exemple celui de Joseph Staline. Joseph Staline, c'était un extraverti en fait justement. Les extravertis, ils ont besoin de l'attention des autres et du coup, il y en a beaucoup qui essayent il y en a certains qui sont à l'extrême justement, essayent de contrôler les autres justement pour avoir justement l'attention uniquement pour eux. Ce sont par exemple dans les relations de couple les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, ce sont des gens qui essayent d'isoler complètement leur partenaire de toutes les autres relations qu'ils avaient pour n'avoir que eux en fait comme relation, de sorte à vraiment avoir toute l'attention qu'ils ont juste pour eux en fait. Vous voyez ? Et c'était le cas alors de Joseph Staline. C'était pas un pervers narcissique, ça j'en sais rien, mais en tout cas Joseph Staline avait cette définition-là aussi. Et d'après beaucoup de témoignages qu'on a reçus de gens qui ont pu côtoyer Joseph Staline à son époque,
Il parlait de quelqu'un qui était extrêmement chaleureux, qui dégageait une aura incroyable, qui était extrêmement charismatique, qui racontait des blagues, qui était vraiment quelqu'un de très très intéressant et qui, du jour au lendemain, pouvait être extrêmement froid avec vous et ne plus vous calculer du tout, en fait, quasiment. Ou être vraiment très très froid, très très distant. Et donc ça posait aux gens des questions, c'est-à-dire qu'ils disaient mais pourquoi est-ce qu'il agit comme ça avec moi d'un seul coup? Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et de cette manière-là, Joseph arrivait à contrôler les gens justement autour de lui. En montant petit à petit la hiérarchie du mécanisme de la grande machinerie soviétique, il arrivait au point où justement il était devenu complètement paranoïaque et il voulait absolument avoir le contrôle total de tout, en fait. Justement, c'est ça le truc. Il voulait avoir le contrôle d'absolument toute la machinerie soviétique, de tout, de son image, absolument, ou alors il faisait un culte de la personnalité complète, en fait, vraiment. Et il essayait comme ça de contrôler absolument tout le monde, parce que c'est vraiment là le problème des gros narcissiques, des narcissiques profonds, qui ont souvent ce profil-là du leader de parti qui est très controversé, très moralisateur, ou alors du tyran, du chef d'entreprise qui est très tyrannique, qui veut tout contrôler aussi, vous voyez, ou du pervers narcissique dans les couples. C'est vraiment ce genre de gens-là, en fait, qu'il faut faire attention. Parce que comme je disais, tout le monde est soit un petit peu extraverti ou un petit peu introverti, mais ceux qui sont vraiment les narcissiques profonds, hein, de ce que dit Robert Greene, ceux-là, ils sont extrêmement dangereux, ces gens-là. Donc ça c'est pour les extravertis, mais pour les introvertis, c'est un petit peu différent. Ils sont beaucoup moins dangereux dans le sens que les narcissiques profonds introvertis, ils se replient dans leur monde imaginaire, ils se remplissent dans leur fantaisie, dans lesquels ils s'imaginent être extrêmement plus puissants que tout le monde en fait. Ils sont vraiment des dieux absolus. Le problème c'est que l'image qu'ils ont d'eux-mêmes est très différente de l'image qui leur est renvoyée par les autres finalement, vous voyez. Et donc cela crée un énorme décalage en eux et cela nourrit une haine profonde d'eux-mêmes finalement. Ils sont soit des dieux, soit des vers, mais il n'y a pas d'entre-deux finalement, vous voyez. Donc voilà, ça c'est le narcissique introverti. Pour eux, la vie va être véritablement un enfer absolu, apparemment dans leur vingtaine ou leur trentaine d'années, où ils vont vraiment subir ce décalage-là de plein fouet en fait, et ça va être très très douloureux pour eux. Mais ils ont plutôt tendance à s'isoler, donc du coup, ils sont moins dangereux pour les autres. Même si du coup, pour eux, ils sont pas bien, quoi. Voilà, donc c'est vraiment ces genres de narcissiques-là qu'il faut vraiment faire très très attention. Parce que un tout petit nombre d'entre eux peut vraiment créer d'énormes problèmes. Ce que nous dit Robert Greene vraiment dans ce livre aussi, c'est vraiment le fait qu'ils arrivent à créer un lien avec nous de sorte qu'on n'arrive plus à se défaire d'eux après, vous voyez. C'est très très difficile de rompre les liens et donc du coup, il vaut mieux éviter de se mettre avec eux. Si on est face à un petit Staline ou en couple avec un pervers narcissique, c'est pas terrible non plus, quoi. Ça peut vraiment vous pourrir la vie. Voilà, donc il y a 3 choses à savoir du coup, d'après Robert Greene, lorsque l'on veut être un étudiant de la nature humaine. Lorsqu'on est étudiant à la nature humaine, il faut savoir d'une part que ces gens-là, justement les narcissiques profonds, sont extrêmement dangereux, donc ça j'en ai parlé. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il faut être honnête avec nous-mêmes. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, hein, on est tous quelque part sur un spectre entre le narcissique extraverti et le narcissique introverti. On est toujours quelque part sur cette ligne droite-là entre les deux. L'idée ici, c'est d'avoir une vision très honnête de nous-mêmes et se dire honnêtement où est-ce que nous-mêmes, nous situons sur cette ligne-là. Parce qu'il y a moyen de pouvoir s'améliorer. On a la possibilité de pouvoir essayer de petit à petit s'améliorer et de devenir de plus en plus équilibré, de plus en plus quelqu'un de narcissique sain, comme Robert Greene l'appelle. Le fait de développer cette image réaliste de nous-mêmes, en fait, une image que l'on est capable d'aimer, parce que tout repose là-dessus, en fait, hein, véritablement. Les narcissiques sont des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Ce sont des gens, on les reconnaît assez rapidement comme lorsqu'ils sont insultés, par exemple. Vous voyez, lorsqu'on insulte un narcissique, il va avoir tendance à s'énerver énormément, à rager beaucoup plus que quelqu'un d'équilibré, par exemple. Et ils vont être très piquants, en fait. Ils vont être... ce sont des gens qui vont faire des sarcasmes, qui vont être très piquants, qui
ce sont des gens qui ont aussi un petit peu de mal à se concentrer aussi, apparemment. Et donc le fait d'avoir une vision réaliste de nous-mêmes, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on en est, comment s'améliorer, et aussi du coup de devenir plus résilient, vous voyez, de développer une meilleure capacité à apprendre à passer les aléas de la vie. La troisième chose à savoir du coup, c'est la capacité que l'on a à pouvoir se transformer justement. Il y a tout un tas d'exercices que l'on peut réaliser qui nous permettent de nous améliorer à ce niveau-là. Par exemple, souvent ce que l'on fait, c'est que on juge les gens beaucoup plus facilement que nous-mêmes. Apparemment, enfin, dès que nous on a créé une erreur, qu'on n'a pas réussi à faire quelque chose ou ce genre de choses, on a tendance à facilement reporter l'erreur sur les autres, où on dit c'est la faute du temps, c'est la faute d'un bug informatique, c'est la faute des outils qui sont pas bons, c'est la faute... voilà, c'est toujours quelque chose d'autre que nous-mêmes en fait. Et alors que lorsque l'on analyse les erreurs des autres, on analyse beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement le fait que ce sont leurs propres compétences, leur propre personnalité qui est en cause en fait dans leurs erreurs. Vous voyez, donc là c'est un gros décalage qu'il y a là aussi. Ce qu'il faut admettre, c'est que on est mauvais juge en fait. Le jugement est vraiment quelque chose qui est une illusion. On a l'impression de bien juger les autres, on a l'impression de bien juger les choses de manière générale, mais c'est une erreur en fait, c'est une illusion, comme on avait vu ça en détail dans la première vidéo, avec tous les biais cognitifs et ce genre de choses. Donc il faut vraiment bien comprendre que les jugements sont des illusions et qu'il faut éviter de juger les autres et de se juger soi-même aussi. C'est le plus dur, de ne pas se juger soi-même, c'est ce qui est le plus dur. Un autre exercice aussi, c'est de réussir à pouvoir se construire une image de nous-mêmes que l'on aime. Vous voyez, parce que voilà, tout repose là-dessus. Et donc, à la question, est-ce que vous vous aimez vous-même? Voilà, ça c'est la question la plus importante vraiment de la vidéo. C'est si vous avez quelque chose à retenir, c'est ce que je vais vous dire là. Si vous avez répondu autre chose que oui à cette question, alors vous avez de quoi vous travailler sur vous-même en fait. Donc c'est plutôt positif, vous avez de quoi vous améliorer en fait, devenir plus sain d'après Robert Greene. Et donc pour pouvoir faire ça, il faut réussir à développer une image de vous-même que vous aimez, que vous pouvez aimer. Et donc la question à vous poser, c'est quelle image aimeriez-vous avoir de vous-même et quelle image auriez-vous de vous-même si vous vous aimiez en fait? Vous voyez? C'est vraiment ça l'idée. Le fait de développer son empathie est quelque chose qui aide beaucoup à ce niveau-là, vous voyez. Justement, l'empathie, ça se développe beaucoup grâce au fait de rencontrer énormément de gens différents et de les laisser parler. Parce que là, il y a aussi un truc, les narcissiques ont tendance à ramener toujours les sujets de conversation sur eux, évidemment, ils sont le centre du monde. Alors que justement, le fait de se dire « je me tais et je ne fais qu'écouter les autres, je veux savoir quelle est leur vie, qu'est-ce qu'ils pensent », et sans jamais essayer d'imposer mon avis, mon point de vue, et juste en écoutant les autres en fait. Et bien ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est quelque chose qui développe beaucoup l'empathie justement, réussir à essayer de comprendre l'humeur, essayer de vivre la même chose que les gens en fait lorsqu'ils racontent leur histoire. Donc essayez de rencontrer un maximum de gens comme ça et aussi les gens les plus divers et variés possibles. Évidemment, si vous rencontrez toujours les mêmes gens qui viennent de la même communauté, vous allez tourner sur les mêmes idées en permanence. Donc l'idée, évidemment, c'est de rencontrer des gens qui viennent de plein de cultures différentes, de plein de communautés différentes, qui ont vécu plein de choses différentes, évidemment. Ça permet de développer l'empathie. Il y a d'autres choses aussi, comme par exemple les jeux de rôle. Les jeux de rôle, ce sont... par exemple, vous avez une conversation qui a été enregistrée ou qui est passée déjà, et l'idée, c'est d'essayer d'incarner vous-même tous les personnages de la conversation, de refaire la conversation plusieurs fois, à chaque fois reprenant un autre rôle en fait, de la conversation, vous voyez. Quelqu'un qui défend telle position ou telle autre, et finalement, une fois que vous aurez fait tout le tour de toutes les personnes qui avaient eu cette conversation-là, vous arrivez à beaucoup mieux comprendre pourquoi est-ce que les personnes disaient telle ou telle chose en fait. Et ça développe aussi l'empathie. Vous arrivez à comprendre que les gens ne pensent pas du tout de la même façon en fait. C'est quelque chose qui est très connu des gens qui font du théâtre, ça par exemple. Alors forcément oui, les jeux de rôle, c'est connu des gens qui font du théâtre. Mais en fait, il y a un phénomène qui est assez intéressant, qui est que lorsque, dans une pièce de théâtre justement, ou lorsqu'on essaye de reproduire exactement les gestes et les paroles de quelqu'un, par exemple vous avez une vidéo de quelqu'un,
vous essayez de refaire exactement les mêmes gestes qu'il fait, vous bougez de la même façon, vous respirez de la même façon, vous dites exactement ce qu'il dit lui aussi, eh bien en faisant ça, vous allez rendre compte que vous allez penser exactement de la même façon que lui aussi. C'est assez rigolo à faire, mais ça aussi ça développe énormément l'empathie, parce qu'on arrive à comprendre que les autres pensent complètement différemment de nous en fait. Donc voilà, tout ça c'est vraiment extrêmement important pour comprendre les différents types d'empathie. On peut aussi avoir des feedbacks, c'est-à-dire les feedbacks, lorsqu'on essaye de deviner quelles sont l'humeur des gens, pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, eh ben, on peut tout simplement leur demander, ou aussi observer la réaction des gens lorsqu'ils sont dans leur famille, lorsqu'ils sont face à l'autorité, leur choix de partenaire justement. Tout cela, ce sont des choses qui indiquent énormément de choses justement sur les gens. Et tout cela vous aide à développer l'empathie pour les autres et évidemment travailler sur l'image de vous-même que vous voudriez développer de sorte que vous puissiez vous aimer. C'est quelque chose qui va vous permettre de devenir de plus en plus équilibré. Après, c'est quelque chose qu'il faut savoir, ça prend du temps. Ça va prendre des mois, des années et c'est un chemin qui se fait petit à petit. Mais c'est possible et c'est ce qui nous permet de devenir des narcissiques sains. Et là-dessus, justement, je remercie, enfin en tout cas, je vais récompenser tous ceux qui sont restés jusqu'à ce moment-là de la vidéo parce que je vais vous donner l'exemple d'un narcissique sain au travers d'un exemple. Évidemment, vous savez que Robert Greene aime beaucoup les histoires pour illustrer justement ses propos et notamment l'histoire qu'il va vous donner ici, qu'il nous donne dans ce livre, elle est juste géniale. Je trouve personnellement qu'il s'agit de la meilleure histoire du livre. Parce que c'est celle dont on se rappelle le plus, en tout cas personnellement, dont je me rappelle le plus après avoir terminé tout le livre. Il y a des dizaines d'histoires dans le livre, qui fait presque 1000 pages le livre, je le rappelle, qui est très très dense. Et pourtant c'est cette histoire-là qui est la meilleure, je trouve. C'est l'histoire d'Ernest Henry Shackleton. Ernest Henry Shackleton, c'est un explorateur britannique qui, en 1915, il y a un peu plus d'un siècle du coup, a essayé, en fait, parce qu'à cette époque-là, je resitue le contexte, à cette époque-là, les différentes puissances en fait, d'Europe et du monde essayaient d'être la première puissance, être les premiers à mettre le pied en Antarctique, du coup, au pôle sud de la planète. Donc voilà, au pôle sud, de conquérir le pôle sud en premier. Et donc, il y avait tout un tas d'explorateurs qui se tiraient la bourre, il y avait les Finlandais, les Suédois, les Britanniques surtout, qui essayaient d'atteindre le pôle sud le plus vite possible. Henry Shackleton, du coup, était un Britannique qui a essayé qui a essayé plusieurs fois d'aller en Antarctique, comme ça, il avait eu plusieurs échecs. Et il a pris son bateau qui s'appelle l'Endurance pour aller, une ultime fois, du coup, aller conquérir le pôle sud, ou essayer d'aller conquérir le pôle sud. Et donc, du coup, évidemment, pour la troisième tentative, je ne sais plus si c'était la deuxième ou troisième tentative, évidemment, il échoua complètement, une catastrophe, c'est-à-dire que son bateau a été pris dans les glaces de l'Antarctique, dans la banquise, et évidemment ils ont été très malins parce qu'ils sont allés pendant l'automne, c'est-à-dire que avec les jours qui deviennent de plus en plus froids et avec le temps quoi. Et donc ils se sont pris dans les glaces dans la banquise et donc ils ont dû abandonner le bateau. Il avait 27 hommes d'équipage avec lui et ils ont dû complètement abandonner le bateau. Ils ont pris le canot de sauvetage, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient et ils sont allés sur les bords, sur la plage en fait, sur l'une des plages de l'Antarctique pour faire un espèce de campement. Et évidemment, à ce moment-là, il se rendait bien compte, Shackleton, que le moral des marins était ce qu'il y a de plus précieux en fait, véritablement. Son seul but maintenant, c'était plus de pouvoir atteindre le pôle sud, ça c'était terminé. Mais son but maintenant, c'était de pouvoir revenir sain et sauf, avec tout son équipage sain et sauf en Angleterre. Donc, mais sans bateau, il n'avait plus de bateau. C'est ça le problème, un peu le problème. Le gros problème. Et donc, ils ont constitué un camp sur une plage. Et il remarqua évidemment que les hommes avaient un moral qui vacillait pas mal. En même temps, ils se retrouvaient en Antarctique, en automne, ça annonce l'hiver. L'hiver en Antarctique, c'est une nuit éternelle pendant 4 mois où il fait moins 80 degrés. On peut comprendre qu'effectivement, c'était pas la fête. Et donc, pour Shackleton, c'était vraiment hyper important de garder le moral des troupes au beau fixe parce que c'est ça qui allait définir s'ils allaient vivre ou mourir, en fait. C'était vraiment une question de vie ou de mort.
Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il se levait plus tôt le matin pour pouvoir préparer le thé pour tous les hommes en fait. Il portait lui-même les tasses de thé aux hommes. Dès qu'il y en avait un par exemple, il y avait Frank Hurley qui était le photographe de l'expédition, qui lui avait un ego assez important, il avait envie de se sentir important. Donc ce que Shackleton a fait, c'est qu'il lui a donné sa tente à part, à côté de la sienne, pour le mettre en valeur. Et il y en avait un autre aussi qui était le navigateur de l'expédition qui lui avait besoin de plus d'attention. Donc Shackleton lui donnait beaucoup plus d'attention que pour tous les autres. Mais malgré tout, il parlait avec tout le monde, histoire de leur redonner le moral, d'essayer de voir l'évolution du moral de chacun. Et véritablement, dès que par exemple, il y en avait un ou deux qui commençaient à parler qui commençaient à avoir des doutes, à avoir des peurs, à remettre en cause le management de Shackleton, eh bien, son leadership, eh bien, il les séparait, il leur faisait faire des activités dans le camp qui étaient éloignées l'une de l'autre, de sorte qu'ils ne se voyaient pas, quoi. Il essayait d'isoler de parler en priorité à ceux qui avaient des doutes et qui commençaient à avoir le moral en berne. Et pour ça, évidemment, il fallait avoir des trésors d'empathie, évidemment. Là, pour le coup, il l'avait très bien compris, Shackleton, que ça ne servait absolument à rien d'être autoritaire, parce que ça aurait juste mis plus de pression sur les épaules des hommes qui étaient déjà pas un moral dingue. Donc il fallait absolument maintenir ça, le moral. Montrer qu'il savait où est-ce qu'il allait, de toujours trouver quelque chose à faire aux hommes en fait, pour qu'il y ait toujours de l'activité dans le camp, de sorte que voilà, on ait l'impression que ça bouge. Il leur faisait faire aussi, lorsqu'il voyait que vraiment ça allait pas, que les semaines passaient et que l'hiver commençait à arriver de plus en plus, il faisait des tournois de sport ou des jeux en fait pour pouvoir maintenir encore le moral des troupes. Et essayer toujours d'être le plus fair possible, le plus juste possible avec tout le monde. Mais il voyait bien que voilà, l'hiver arrive, le moral des troupes baisse, et donc il décida de quitter son emplacement, son campement, pour aller vers une petite île qui est un petit peu plus loin de la côte, sur laquelle il n'y avait pas du tout de neige. Mais en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de neige sur cette île-là, non pas parce qu'il faisait pas froid, mais parce qu'il y avait tellement de vent qu'il n'y avait rien qui restait sur l'île en fait. Il y avait un vent de dingue, parce que en fait, autour de l'Antarctique, il n'y a qu'un océan, un énorme océan. Et lorsque, justement, le problème c'est au pôle sud de la planète, et la force de rotation de la Terre crée des vents en fait autour de l'Antarctique qui sont extrêmement puissants, ce sont les vents les plus puissants de la planète, et donc toutes les îles qui se trouvent dans cette région-là, en fait, c'est juste des îles désertiques sur lesquelles il n'y a absolument rien qui pousse, il n'y a pas de neige ni rien du tout, parce qu'il y a trop de vent, en fait, tout s'envole, tout se décape tout de suite, en fait. Il n'y a même pas de terre, la terre elle-même ne reste pas sur ces îles-là. Donc voilà, c'était des conditions très 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 difficiles. Et en même temps, ils ne pouvaient pas rentrer sur le continent parce que c'était l'hiver qui arrivait, donc c'était vraiment une situation très difficile. Shackleton, à ce moment-là, s'est dit « il faut absolument faire quelque chose ». Donc, il a pris le petit canot de sauvetage de l'Endurance. Et il s'est dit « la première terre habitée qui était le plus proche de leur position était à 800 000 marins. 800 000 marins, ça fait 1500 km. Voilà. Et il s'est dit, du coup, on a juste ce petit canot-là à notre disposition, il faut l'utiliser. Du coup, il a sélectionné 5 marins pour venir avec lui sur la base du volontariat. Il ne fallait pas forcer les gens à venir avec lui, ça c'était garantie d'un échec. Donc sur la base du volontariat, il a demandé à des hommes de vouloir le rejoindre, et des hommes en essayant d'être justement extrêmement soigneux au niveau de la sélection des gens qui venaient avec lui, parce qu'il imaginait que quelqu'un allait péter un câble pendant la traversée. C'était quand même 1500 km à la rame, à 6 sur le bateau. Voilà, donc il fallait des gens qui étaient psychologiquement vraiment stables et forts, quoi. Et donc il fallait très très bien choisir les gens à ce moment-là. S'ils n'avaient pas eu l'empathie suffisante pour pouvoir véritablement doser qui était plus stable qu'un autre,
peut-être que ça n'aurait pas marché. Et donc Shackleton, il est parti avec ces hommes-là. À chacun d'entre eux, à chacun des 5 marins qui l'accompagnaient, il leur a donné des responsabilités fortes. Il y en a un à qui il a donné la navigation, l'autre c'était le réserve d'eau, l'autre c'était le réserve de vivres. Vous voyez, donc à chaque fois c'était vraiment des responsabilités très fortes pour pouvoir maintenir encore une fois leur motivation. Et donc ils partirent comme ça pendant plusieurs semaines sur leur petit canot à traverser la zone avec les vents les pires au monde de la planète, enfin, pour aller rejoindre une petite île qui s'appelle South Georgia, qui était un port de chasseurs de baleines. Et donc, pendant la traversée, il y a eu, au bout d'un moment, au bout de plusieurs centaines de kilomètres, il y en avait forcément un qui allait craquer au bout d'un moment. Ce fut le cas de McNeish, hein, c'était un des hommes d'équipage, et quand il avait arrêté de ramer, en fait, tout simplement, il n'en pouvait plus, il était dépité complètement, démoralisé, donc il a arrêté de ramer. Et pour éviter qu'il contamine tous les autres, en fait, par son manque de morale, en fait, il a dit, dès que Shackleton a vu que McNeish arrêtait de ramer, il a fait arrêter tout le bateau. Et il s'est dit dans sa tête à ce moment-là, enfin de ce qu'il a écrit, que évidemment il fallait surtout pas être autoritaire. En le forçant à repartir, ça aurait été juste épuiser son niveau de motivation encore plus, quoi. Donc c'était pas une bonne idée. Donc il a fait arrêter tout le monde, arrêter tout le bateau. Il a sorti du lait. Il a commencé à faire bouillir du lait pour tout le monde, en se disant que ah oui, on est tous fatigués, moi aussi je suis fatigué, donc allez, on fait une petite pause et après on repart. Et en fait, McNeish à ce moment-là s'est senti coupable en fait d'avoir fait arrêter tout le monde en fait, juste à cause de lui finalement. Et donc ils sont repartis après et tout allait bien jusqu'à un certain moment où il n'en pouvait plus à nouveau et il a recommencé ce petit stratagème-là plusieurs fois jusqu'à ce que nécessaire en fait. Et ils arrivèrent quasiment aux portes de l'île South Georgia, ils la voyaient en fait au loin, et à ce moment-là se déclencha une tempête gigantesque, une énorme tempête qui ont fait reculer en fait la petite embarcation de plusieurs dizaines de kilomètres, et lorsque la tempête fut passée, Shackleton c'est lui-même craqua en fait, il n'en pouvait plus, il commençait à hurler après les oiseaux, à insulter les éléments, à insulter les oiseaux, enfin bon, vraiment il l'a craqué complètement. Et lorsqu'il s'est retourné vers ses hommes, il a pensé immédiatement que, depuis ce qu'il a écrit, que effectivement il fallait absolument maintenir le moral, et donc il a fait une blague sur lui-même juste après en fait. Il a dit ah ça fait du bien de se lâcher un peu au bout d'un moment. Il a fait une blague sur lui-même et après il dit bon bah tant pis, il faut repartir quoi. Et donc ils sont enfin arrivés effectivement à l'île de South Georgia après 1500 km, enfin c'est un truc de dingue, de navigation dans leur petite embarcation. Et au bout de quelques semaines, quelques mois je crois, ils ont pu effectivement organiser une expédition avec les chasseurs de baleines pour aller récupérer le reste de l'équipage, et ils sont tous rentrés sains et saufs. Est-ce que ça c'est pas une histoire géniale, sans déconner? Est-ce que ça c'est pas génial comme histoire? C'est une leçon de leadership, une leçon d'empathie qui est absolument magnifique je trouve. Après peut-être qu'elle a été un petit peu romancée parce que c'est Shackleton lui-même qui a écrit son rapport de mission justement, et pour essayer, souvent c'est ce qu'ils font, hein, que ce soit dans les expéditions ou pour les expéditions militaires aussi, souvent il y a un petit peu de romance, c'est-à-dire que les rapports de mission sont très romancés de sorte à pouvoir impressionner le commanditaire, celui qui paye en fait tout simplement, le roi ou les banquiers qui payent en fait les expéditions, vous voyez. Donc c'est un petit peu romancé de sorte à pouvoir obtenir des subventions après par la suite, pour pouvoir repartir. Donc est-ce que c'est un petit peu romancé? Peut-être, mais en tout cas c'est une super histoire en tous les cas, d'un leadership en fait, de quelqu'un qui a énormément d'empathie et qui a pu justement comme ça utiliser les relations humaines au mieux qu'elles pouvaient être, à leur plein potentiel justement, pour pouvoir s'en sortir. Et franchement ça c'est génial. On peut retenir aussi de cette expédition là que
que l'état d'esprit du leader d'une équipe, hein, l'état d'esprit du patron, a un impact énorme sur tout le reste de son équipe et de son entreprise, si c'est un chef d'entreprise par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi moi-même assez souvent. Lorsqu'on va chez quelqu'un par exemple, vous voyez, chez la maison de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, vous voyez que la maison elle-même, la décoration et tout ça, ressemble au propriétaire. Vous avez jamais remarqué ça? C'est très très flagrant. Lorsque vous allez dans un établissement, peu importe lequel, dans une entreprise, dans une association, dans une école, eh bien souvent l'ambiance qui règne dans cet établissement-là ressemble à l'humeur et à la psychologie du chef d'établissement ou du patron, ou voilà. Vous voyez, c'est souvent un truc comme ça. Et pareil, donc pour une équipe, l'ambiance qui règne à l'intérieur de l'équipe dépend beaucoup du patron, enfin pas du patron, mais du leader de l'équipe en tout cas. Et donc l'idée, ce que nous donne ici Robert Greene comme idée, c'est de devenir le leader de notre propre vie, en fait, de devenir notre propre responsable. Et il entend par là de véritablement mettre par écrit ce qu'on a vraiment envie de faire dans notre vie et pouvoir véritablement changer notre psychologie s'il y a besoin pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de faire, pour pouvoir avoir des relations saines avec les gens, pour pouvoir les amener avec nous justement pour réaliser tous ces rêves-là et pour pouvoir les aider eux aussi, les autres, à réaliser ce qu'ils ont envie de faire. Vous voyez, donc ça c'est vraiment l'état d'esprit, le maker's mindset comme il disait lors du premier chapitre. En conclusion, Robert Greene nous dit que l'empathie est absolument indispensable, mais aussi la capacité à se forger une image de nous-mêmes que l'on est capable d'aimer. Quelle image aimeriez-vous avoir en fait de vous-même? Quelle image aimeriez-vous aimer? Vous voyez, c'est vraiment ça qui est extrêmement important et évidemment, il faut essayer de petit à petit se changer pour devenir un narcissique sain, ce qu'il appelle un narcissique sain, du coup quelqu'un d'équilibré et qui peut justement faire ce genre de choses comme Shackleton nous l'a montré. Voilà, donc ça c'est vraiment une histoire que j'aime vraiment beaucoup, comme vous avez pu le sentir à mon avis. Lors de la prochaine vidéo, nous verrons le chapitre numéro 3 du livre qui s'intitule « La loi du roleplay, regarder au travers du masque social des gens ». Voilà qui nous donne à réfléchir. Sur ce donc, on se retrouve la prochaine fois. Salut! Et abonnez-vous aussi.